Les trappeurs de l'Arkansas, un roman de Gustave Aimard, partie 1, chapitre 17. La tête d'aigle. La tête d'aigle était un chef aussi prudent que déterminé. Il savait qu'il avait tout à craindre des Américains s'il ne parvenait pas à dissimuler complètement sa piste. Aussi, après le succès de la surprise qu'il avait exécutée contre le nouveau défrichement des Blancs sur les bords de la Grande Canadienne, il ne négligea rien pour mettre sa troupe à l'abri des terribles représailles qui la menaçaient. L'on ne peut se faire une idée du talent déployé par les Indiens lorsqu'il s'agit de cacher leurs pistes. 20 fois ils repassent à la même place, enchevêtrant les traces de leur passage les unes dans les autres, jusqu'à ce qu'elles finissent par devenir inextricables, ne négligeant aucun accident de terrain, marchant dans les pas les uns des autres pour dissimuler leur nombre, suivant des journées entières le cours des ruisseaux, souvent ayant de l'eau jusqu'à la ceinture, poussant même les précautions et la patience jusqu'à effacer avec la main, et pour ainsi dire, pas à pas, les vestiges qui pourraient les dénoncer aux yeux clairvoyants et intéressés de leurs ennemis. La tribu du Serpent, à laquelle appartenaient les guerriers commandés par la tête d'aigle, était entrée dans les prairies au nombre de 500 guerriers à peu près, afin de chasser le bison et de livrer combat aux Pawnees et aux Sioux, contre lesquels ils guerroient continuellement. Le but de la tête d'aigle, aussitôt sa campagne terminée, était de rejoindre immédiatement ses frères afin de mettre en sûreté le butin fait par lui à la prise du village et d'assister à une grande expédition que sa tribu préparait contre les trappeurs blancs et métis disséminés dans les prairies et que les Indiens considèrent avec raison comme des ennemis implacables. Malgré le luxe de précaution déployé par le chef, le détachement avait rapidement marché. Le soir du 6e jour écoulé depuis la destruction du fort, les Comanches s'arrêtèrent sur les bords d'une petite rivière sans nom, comme il s'en rencontre tant dans ces parages, et se préparèrent à camper pour la nuit. Rien de plus simple que le campement des Indiens sur le sentier de la guerre. Les chevaux sont entravés afin qu'ils ne puissent s'écarter. Si l'on ne craint pas de surprise, on allume du feu. Dans le cas contraire, chacun s'arrange comme il peut pour manger et dormir. Depuis leur départ du fort, aucun indice n'avait donné lieu aux Comanches de supposer qu'ils fussent suivis ou surveillés. Leurs éclaireurs n'avaient découvert aucune piste suspecte. Leur sécurité était donc complète. La tête d'aigle fit allumer du feu et plaça lui-même des sentinelles pour veiller au salut de tous. Lorsqu'il eut pris ses mesures de prudence, le chef s'adossa contre un ébénier, prit son calumet et ordonna que le vieillard et la femme espagnole lui fussent amenés. Quand ils furent devant lui, la tête d'aigle salua cordialement le vieillard et lui offrit son calumet, marque de bienveillance que le vieillard accepta, tout en se préparant à répondre aux questions que sans doute l'Indien allait lui adresser. En effet, après quelques instants de silence, celui-ci prit la parole. « Mon frère se trouve-t-il bien avec les Peaux-Rouges » lui demanda-t-il. « J'aurais tort de me plaindre, chef, » répondit l'Espagnol. « Depuis que je suis avec vous, j'ai été traité avec beaucoup d'égards. »« Mon frère est un ami, » dit emphatiquement le Comanche. Le vieillard s'inclina. « Nous sommes enfin sur nos territoires de chasse, » reprit le chef. « Mon frère, la tête blanche, est fatigué d'une longue vie. Il est meilleur au feu du conseil que sur un cheval à chasser l'élan ou le bison. Que désire mon frère ?»« Chef, » répondit l'Espagnol, « vos paroles sont vraies. Il fut un temps où, comme tout autre enfant des prairies, je passais à chasser des journées entières, sur un mustang fougueux et indompté. Mes forces ont disparu, mes membres ont perdu leur souplesse, et mon coup d'œil son infaillibilité. Je ne vaux plus rien pour une expédition, si courte qu'elle soit. »« Bon, » répondit imperturbablement l'Indien, en soufflant des flots de fumée par la bouche et par les narines. « Que mon frère dise donc à son ami ce qu'il désire, et cela sera fait. Je vous remercie, chef, et je profiterai de votre offre bienveillante. Je serais heureux si vous consentiez à me fournir les moyens de gagner, sans être inquiété, un établissement des hommes de ma couleur où je puisse passer en paix les quelques jours que j'ai encore à vivre. » « Eh, pourquoi ne le ferais-je pas »
Rien n'est plus facile. Dès que nous aurons rejoint la tribu, puisque mon frère ne veut pas demeurer avec ses amis rouges, ses désirs seront satisfaits. » Il y eut un moment de silence. Le vieillard, croyant l'entretien terminé, se préparait à se retirer. D'un geste, le chef lui ordonna de rester. Après quelques instants, l'Indien secoua sa pipe pour en faire tomber la cendre, en passa le tuyau dans sa ceinture et fixant sur l'Espagnol un regard voilé par une expression étrange. « Mon frère est heureux, dit-il d'une voix triste. Quoique âgé déjà de bien des hivers, il ne marche pas seul sur le sentier de la vie. »« Que veut dire le chef ?» demanda le vieillard. « Je ne le comprends pas. »« Mon frère a une famille, » reprit le Comanche. « Hélas, mon frère se trompe. Je suis seul en ce monde. »« Que dit là mon frère ? N'a-t-il pas auprès de lui sa compagne ?» Un sourire triste se dessina sur les lèvres pâles du vieillard. « Non, dit-il au bout d'un instant. Je n'ai pas de compagne. »« Que lui est donc cette femme, alors ?» dit le chef avec une feinte surprise en désignant la dame espagnole qui se tenait, morne et silencieuse, aux côtés du vieillard. « Cette femme est ma maîtresse. »« Oh ah ! Mon frère serait-il esclave ?» fit le Comanche avec un mauvais sourire. « Non, reprit fièrement le vieillard. Je ne suis pas l'esclave de cette femme. Je suis son serviteur dévoué. »« Oh ah !» dit le chef en hochant la tête et réfléchissant profondément sur cette réponse. Mais les paroles de l'Espagnol ne pouvaient être comprises par l'Indien. La distinction était trop subtile pour qu'il la saisît. Après 2 ou 3 minutes, il secoua la tête et renonça à chercher la solution de ce problème, pour lui incompréhensible. « Bon, dit-il, en faisant glisser un regard ironique sous ses paupières demi-closes. La femme partira avec mon frère. »« C'est ainsi que je l'ai toujours entendu, » répondit l'Espagnol. La femme âgée, qui jusqu'à ce moment avait gardé le silence, pensa qu'il était temps de se mêler à la conversation. « Je remercie le chef, dit-elle, mais puisqu'il est assez bon pour se mettre à notre disposition, me permettra-t-il de lui demander une grâce ? Que ma mère parle, mes oreilles sont ouvertes. J'ai un fils, qui est un grand chasseur blanc. Il doit en ce moment se trouver dans la prairie. Peut-être que si mon frère consentait à nous garder encore quelques jours auprès de lui, il nous serait possible de le rencontrer. Avec sa protection, nous n'aurions plus rien à redouter. » À ces paroles imprudentes, l'Espagnol fit un geste d'effroi. « Señorita, dit-il vivement dans sa langue maternelle, prenez garde à ceux. Silence ! Interrompit l'Indien d'une voix brève. Pourquoi mon frère blanc parle-t-il devant moi une langue inconnue ? Craint-il donc que je comprenne ses paroles ? Oh, chef, dit l'Espagnol, avec un geste de dénégation. Que mon frère laisse donc alors parler ma mère au visage pâle. Elle s'adresse à un chef. Le vieillard se tut, mais un triste pressentiment lui serra le cœur. Le chef Comanche savait parfaitement à qui il s'adressait. Il jouait avec les 2 Espagnols comme un chat avec une souris. Mais ne faisant rien paraître de ses impressions, il se tourna vers la femme et s'inclinant, avec cette courtoisie instinctive qui distingue les Indiens. « Oh, oh, dit-il, d'une voix douce, avec un sourire sympathique. Le fils de ma mère est un grand chasseur. Tant mieux. » Le cœur de la pauvre femme se dilata de joie. « Oui, dit-elle avec effusion, c'est un des plus braves trappeurs des prairies de l'Ouest. »« Oh ah !» fit le chef, de plus en plus aimable. « Ce guerrier renommé doit avoir un nom respecté de tous dans les prairies. » L'Espagnol souffrait le martyre. Tenu en respect par l'œil du Comanche, il ne savait comment avertir sa maîtresse de ne pas prononcer le nom de son fils. « Son nom est bien connu, » dit la dame. « Oh !» s'écria vivement le vieillard. « Toutes les mères sont ainsi. Pour elles, leurs fils sont des héros. Celui-là, bien que ce soit un excellent jeune homme, ne vaut pas mieux qu'un autre. Certes, son nom n'est jamais arrivé jusqu'à mon frère. »« Comment mon frère le sait-il » dit l'Indien, avec un sourire sardonique. « Je le suppose, » répondit le vieillard. «
Ou du moins, si mon frère l'a par hasard entendu prononcer, il est depuis longtemps sorti de sa mémoire, et ne mérite pas de lui être rappelé. Si mon frère le permet, nous nous retirerons. La journée a été fatigante, l'heure est venue de se reposer. Dans un instant, dit paisiblement le Comanche, et s'adressant à la femme. Quel est le nom du guerrier des visages pâles lui demanda-t-il avec insistance. Mais la vieille dame, mise sur ses gardes par l'intervention de son serviteur, dont elle connaissait le dévouement et la prudence, ne répondit pas, sentant intérieurement qu'elle avait commis une faute, et ne sachant comment la réparer. « Ma mère ne m'entend-elle pas ?» reprit le chef. « À quoi bon vous dire un nom, qui selon toute probabilité vous est inconnu, et qui dans tous les cas ne vous intéresse nullement. Si mon frère le permet, je me retirerai. »« Non, pas avant que ma mère m'ait dit le nom de son fils, le grand guerrier, » dit le Comanche en fronçant les sourcils et en frappant du pied avec une colère mal contenue. Le chasseur vit qu'il fallait en finir. Son parti fut pris en une seconde. « Mon frère est un grand chef, » dit-il. « Quoique sa chevelure soit brune, sa sagesse est immense. Je suis son ami. Il ne voudra pas abuser du hasard qui a livré entre ses mains la mère de son ennemi. Le fils de cette femme est le cœur loyal. »« Oh ah !» fit la tête d'aigle avec un sourire sinistre. « Je le savais. Pourquoi les visages pâles ont-ils 2 langues et 2 cœurs et cherchent-ils toujours à tromper les peaux rouges ? » ?»« Nous n'avons pas cherché à vous tromper, chef. »« Si, depuis que vous êtes avec nous, vous avez été traités comme des fils de la tribu. Je vous ai sauvé la vie. »« C'est vrai. Eh bien, reprit-il, avec un sourire ironique, je veux vous prouver que les Indiens n'oublient pas, et qu'ils savent rendre le bien pour le mal. Ces blessures que vous me voyez, qui me les a faites ? Le cœur loyal. Nous sommes ennemis. Sa mère est en mon pouvoir. Je pourrais de suite l'attacher au poteau des tortures. Ce serait mon droit. Les 2 Espagnols baissèrent la tête. La loi des prairies dit œil pour œil, dent pour dent. Écoutez-moi bien, vieux chêne. En souvenir de notre ancienne amitié, je vous accorde un délai. Demain, au lever du jour, vous vous mettrez à la recherche du cœur loyal. Si dans 4 jours il n'est pas venu se livrer entre mes mains, sa mère périra. Mes jeunes hommes la feront brûler vive au poteau du sang, et mes frères se tailleront des sifflets de guerre avec ses os. Allez, j'ai dit. Le vieillard voulut insister. Il se jeta aux genoux du chef, mais le vindicatif indien le repoussa du pied et s'éloigna. « Oh, madame, » murmura le vieillard avec désespoir, « vous êtes perdue. »« Surtout, Eusebio, » répondit la mère avec des larmes dans la voix. « Ne ramène pas mon fils. Qu'importe que je meure, moi, hélas, ma vie n'a-t-elle pas déjà été assez longue ?» Le vieux serviteur jeta un regard d'admiration à sa maîtresse. « Toujours la même, » dit-il avec attendrissement. « La vie d'une mère n'appartient-elle pas à son enfant ?» fit-elle avec un cri du cœur. Les 2 vieillards tombèrent accablés de douleur au pied d'un arbre et passèrent la nuit à prier Dieu. La tête d'aigle ne semblait pas se douter de leur désespoir. Chapitre 18. No Eusebio. Les précautions prises par la tête d'aigle pour dérober sa marche étaient bonnes pour les Blancs, dont les sens moins tenus en éveil que ceux des partisans et des chasseurs, et peu au fait des ruses indiennes, sont presque incapables de se diriger sans boussole dans ces vastes solitudes. Mais pour des hommes comme le cœur loyal et belle humeur, elles étaient de tout point insuffisantes. Les 2 hardis partisans ne perdirent pas un instant la piste. Habitués aux zigzags et aux crochets des guerriers indiens, ils ne se laissèrent pas tromper aux retours subis, aux contre-marches, aux fausses haltes, en un mot, à tous les obstacles que les Comanches avaient comme à plaisir semés sur leur route. Et puis, il y avait une chose à laquelle les Indiens n'avaient pas songé et qui dévoilait aussi clairement la direction qu'ils avaient suivie, que s'ils avaient pris le soin de la jalonner. Nous avons dit que les chasseurs avaient auprès des ruines d'une cabane trouvé un limier, attaché au tronc d'un arbre, et que ce limier, une fois libre, après quelques caresses faites à belle humeur, avait pris sa course,
le nez au vent, pour rejoindre son maître qui n'était autre que le vieil Espagnol. Il le rejoignit, en effet. Les traces du limier que les Indiens ne songèrent pas à faire disparaître, par la raison toute simple qu'ils ne s'aperçurent pas qu'il était avec eux, se voyaient partout. Et pour des chasseurs aussi adroits que le cœur loyal et belle humeur, c'était un fil d'Ariane que rien ne pouvait rompre. Les chasseurs marchaient donc tranquillement le fusil en travers de la selle, accompagnés de leurs rastreros, à la suite des Comanches, qui étaient loin de supposer qu'ils avaient une telle arrière-garde. Chaque soir, le cœur loyal s'arrêtait à l'endroit précis où la tête d'aigle avait un jour auparavant établi son bivouac. Car telle était la diligence faite par les deux hommes que les Indiens ne les précédaient que de quelques lieues. Ils auraient été facilement dépassés, si telle avait été l'intention des trappeurs. Mais pour certaines raisons, le cœur loyal désirait se borner à les suivre quelque temps encore. Après avoir passé la nuit dans une clairière sur les bords d'un frère ruisseau dont le doux murmure avait bercé leur sommeil, les chasseurs se préparaient à se remettre en route. Leurs chevaux étaient sellés. Ils mangeaient debout une tranche d'élan comme des gens pressés de partir, lorsque le cœur loyal, qui de toute la matinée n'avait pas desserré les dents, se tourna vers son compagnon. « Asseyons-nous un instant, dit-il. Rien ne nous oblige à nous hâter, puisque la tête d'aigle a rejoint sa tribu. C'est vrai, répondit Belle Humeur en se laissant tomber sur l'herbe. Nous pouvons causer. Comment n'ai-je pas deviné que ces maudits Comanches avaient un détachement de guerre aux environs? À nous deux, il est impossible de songer à nous emparer d'un camp dans lequel se trouvent 500 guerriers. C'est juste, dit philosophiquement Belle Humeur. Ils sont beaucoup. Après cela, vous savez, cher ami, que si le cœur vous en dit, nous pourrons toujours essayer. On ne sait pas ce qui peut arriver. Merci, fit en souriant le cœur loyal, mais je le crois inutile. Comme vous voudrez. La ruse seule doit nous venir en aide. Rusons donc. Je suis à vos ordres. Nous avons des trappes près d'ici, je crois. Pardieu, fit le Canadien. À un demi-mille tout au plus, au grand étang des castors. C'est vrai. Je ne sais plus à quoi je pense depuis quelques jours. Voyez-vous, Belle Humeur, cette captivité de ma mère me rend fou. Il faut que je la délivre, coûte que coûte. C'est mon avis, cœur loyal, et je vous y aiderai de tout mon pouvoir. Demain, au point du jour, vous vous rendrez auprès de l'élan noir et vous le prierez en mon nom de réunir le plus de chasseurs blancs et de trappeurs qu'il pourra. Très bien. Pendant ce temps-là, j'irai au camp des Comanches afin de traiter de la rançon de ma mère. S'ils ne veulent pas consentir à me la rendre, nous aurons recours aux armes, et nous verrons si une vingtaine des meilleurs rifles des frontières n'auront pas raison de 500 de ces pillards des prairies. Et s'ils vous font prisonnier? En ce cas, je vous enverrai mon limier, qui vous rejoindra dans la grotte de la rivière. En le voyant arriver seul, vous saurez ce que cela voudra dire, et vous agirez en conséquence. Le Canadien secoua la tête. Non, dit-il, je ne ferai pas cela. Comment? Vous ne ferez pas cela? S'écria le chasseur étonné. Certes non, je ne le ferai pas, cœur loyal. À côté de vous, si brave et si intelligent, je suis bien peu de choses, je le sais, mais si je n'ai qu'une seule qualité, nul ne peut me l'enlever. Cette qualité, c'est mon dévouement pour vous. Je le sais, mon ami, vous m'aimez comme un frère. Et vous voulez que je vous laisse? Comme on dit dans mon pays, par-delà les grands lacs, vous fourrez de gaieté de cœur dans la gueule du loup? Et encore, ma comparaison est humiliante pour les loups. Les Indiens sont 1000 fois plus féroces. Non, je vous le répète, je ne ferai pas cela. Ce serait une mauvaise action, et s'il vous arrivait malheur, je ne me le pardonnerais pas. Expliquez-vous, Belle Humeur, dit le cœur loyal avec impatience. Sur mon honneur, il m'est impossible de vous comprendre. Oh, cela sera facile, répondit le Canadien. Si je n'ai pas d'esprit et ne suis pas un beau parleur, j'ai du bon sens et je vois juste quand il s'agit de ceux que j'aime. Je n'aime personne mieux que vous, maintenant que mon pauvre père est mort. Parlez, mon ami, répondit le cœur loyal, et pardonnez-moi ce mouvement d'humeur que je n'ai pu réprimer. Belle Humeur réfléchit quelques instants, puis il reprit la parole. Vous savez, dit-il, que les plus grands ennemis que nous avons dans la prairie sont les Comanches. Par une fatalité inexplicable, toutes les fois que nous avons eu des luttes à soutenir,
c'est contre eux. Jamais ils n'ont pu se vanter d'obtenir sur nous le plus mince avantage. De là, entre eux et nous, une haine implacable. Haine qui, dans ces derniers temps, s'est encore accrue par nos discussions avec la tête d'aigle, auquel vous avez eu l'adresse ou la maladresse de ne casser qu'un bras lorsqu'il vous était si facile de lui casser la tête. Plaisanterie que, j'en suis convaincu, le chef Comanche a prise en fort mauvaise part et qu'il ne vous pardonnera jamais. Du reste, j'avoue qu'à sa place j'aurais absolument les mêmes sentiments. Je ne lui en veux donc pas pour cela. Au fait, interrompit le cœur loyal. Le fait, le voilà, reprit Belle Humeur sans s'étonner de l'interruption de son ami. C'est que la tête d'aigle cherche par tous les moyens possibles à avoir votre chevelure. Vous comprenez que, si vous commettez l'imprudence de vous livrer à lui, il saisira l'occasion de régler définitivement ses comptes avec vous. Mais, répondit le cœur loyal, ma mère est entre ses mains. Oui, fit Belle Humeur, mais il l'ignore. Vous savez, mon ami, que les Indiens, hors les cas exceptionnels, traitent fort bien les femmes dont ils s'emparent, et qu'ils ont généralement les plus grands égards pour elles. C'est juste, dit le chasseur. Ainsi, comme personne n'ira dire à la tête d'aigle que sa prisonnière est votre mère, à part l'inquiétude qu'elle doit éprouver sur votre compte, elle est aussi en sûreté au milieu des peaux-rouges que si elle se trouvait sur la grande place de Québec. Il est donc inutile de commettre d'imprudence. Réunissons une vingtaine de bons compagnons. Je ne demande pas mieux. Surveillons les Indiens. À la première occasion qui se présentera, nous tomberons vigoureusement dessus. Nous en tuerons le plus possible, et nous délivrerons votre mère. Voilà, je crois, le plus sage parti que nous puissions prendre. Qu'en pensez-vous? Je pense, mon ami, répondit le cœur loyal en lui serrant la main, que vous êtes la plus excellente créature qui existe, que votre conseil est bon, et que je le suivrai. Bravo, s'écria Belle Humeur avec joie. Voilà qui est parlé. Et maintenant, dit en se levant le cœur loyal. Maintenant, demanda Belle Humeur. Nous allons monter à cheval. Nous tournerons adroitement le camp indien, en ayant soin de ne pas nous faire dépister. Et nous irons au hâteau de notre brave compagnon l'Élan Noir, qui est homme de bon conseil, et qui certainement nous sera utile pour ce que nous comptons faire. Va comme il est dit, fit gaiement Belle Humeur, en sautant en selle. Les chasseurs quittèrent la clairière et, faisant un détour pour éviter le camp indien, dont on apercevait la fumée à 2 lieues tout au plus, ils se dirigèrent vers l'endroit où, selon toute probabilité, l'Élan Noir était occupé philosophiquement à tendre ses pièges aux castors, ces intéressants animaux que Donialus aimait tant. Ils marchaient ainsi depuis 1 heure à peine, en causant et riant entre eux, car les raisonnements de Belle Humeur avaient fini par convaincre le cœur loyal, qui, connaissant à fond les mœurs indiennes, était persuadé que sa mère ne courait aucun danger, lorsque les limiers donnèrent tout à coup des signes d'inquiétude, et s'élancèrent en avant en poussant des sourds jappements de joie. « Qu'ont donc nos rastreros » dit le cœur loyal. « On croirait qu'ils ont senti un ami. Pardieu, ils ont éventé l'Élan Noir. Probablement nous allons les voir revenir ensemble. »« C'est possible, » dit le chasseur pensif, et ils continuèrent à avancer. Au bout de quelques instants, ils aperçurent un cavalier qui accourait vers eux à fond de train, entouré des chiens qui sautaient après lui en aboyant. « Ce n'est pas l'Élan Noir, » s'écria Belle Humeur. « Non, » fit le cœur loyal. « C'est Noé Eusebio. Que signifie cela? Il est seul. Serait-il arrivé malheur à ma mère? Piquons, dit Belle Humeur en enfonçant les éperons dans le ventre de son cheval, qui partit avec une vélocité incroyable. Le chasseur le suivit, en proie à une inquiétude mortelle. Les 3 cavaliers ne tardèrent pas à se joindre. Malheur, malheur, s'écria le vieillard avec douleur. Qu'avez-vous, Noé Eusebio? Parlez au nom du ciel, demanda le cœur loyal. Votre mère, Don Raphaël, votre mère. Eh bien, parlez, mais parlez donc, s'écria le jeune homme avec anxiété. Oh mon Dieu, dit le vieillard en se tordant les bras. Il est trop tard. Parlez donc au nom du ciel, vous me faites mourir. Le vieillard lui jeta un regard désolé. Don Raphaël, dit-il, du courage. Soyez homme. Mon Dieu, quelle affreuse nouvelle allez-vous m'apprendre, mon ami?
Votre mère est prisonnière de la tête d'aigle. Je le sais. Si aujourd'hui même, ce matin, vous ne vous êtes pas livré entre les mains du chef Comanche, eh bien, elle sera brûlée vive. Oh fit le jeune homme avec un cri déchirant. Son ami le soutint. Sans cela, il serait tombé de cheval. Mais, demanda Belle Humeur, c'est aujourd'hui, dites-vous, vieillard, qu'elle doit être brûlée? Oui. Il est encore temps alors. Hélas, c'est au lever du soleil, et voyez, fit-il avec un geste navrant en désignant le ciel. Oh s'écria le cœur loyal, avec une expression impossible à rendre. Je sauverai ma mère. Et se penchant sur le cou de son cheval, il partit avec une rapidité vertigineuse. Les autres le suivirent. Il se retourna vers Belle Humeur. « Où vas-tu » lui demanda-t-il, d'une voix brève et saccadée. « T'aider à sauver ta mère ou mourir avec toi ?»« Viens » répondit le cœur loyal, en enfonçant les éperons dans les flancs sanglants de sa monture. Il y avait quelque chose d'effrayant et de terrible dans la course affolée de ces trois hommes qui, tous trois sur la même ligne, le front pâle, les lèvres serrées et le regard fulgurant, franchissaient torrents et ravins, surmontant tous les obstacles, pressant incessamment leurs chevaux qui dévoraient l'espace, poussaient de sourds râlements de douleur et bondissaient frénétiquement, dégoûtant de sang et de sueur. Par intervalles, le cœur loyal jetait un de ses cris particuliers au jinete mexicain, et les chevaux ranimés redoublaient encore d'ardeur. « Mon Dieu !» répétait le chasseur d'une voix sourde. « Sauvez ma mère !» Chapitre 19. Le conseil des grands chefs. Cependant, malgré la conversation orageuse qu'il avait eue avec No Eusebio, la tête d'aigle avait continué à traiter ses prisonniers avec la plus grande douceur, et cette délicatesse inouïe de procédés qui sont innés dans la race rouge et que l'on serait loin d'attendre de la part d'hommes que, sans aucune raison plausible à notre avis, l'on flétrit du nom de sauvage. Il est un fait qui mérite d'être consigné et sur lequel on ne saurait trop s'appesantir. C'est la façon dont les Indiens généralement traitent leurs prisonniers. Loin de leur infliger d'inutiles tortures et de les tourmenter sans cause, comme on l'a trop souvent répété, ils ont pour eux les plus grands égards et paraissent en quelque sorte compatir à leur malheur. Dans la circonstance dont nous parlons, la détermination sanguinaire de la tête d'aigle à l'égard de la mère du cœur loyal n'était qu'une exception dont la raison se trouvait naturellement dans la haine vouée par le chef indien aux chasseurs. La séparation des deux prisonniers fut des plus pénibles et des plus déchirantes. Le vieux serviteur partit, le désespoir dans l'âme, à la recherche du chasseur, tandis que la pauvre mère suivait, le cœur brisé, les guerriers Comanches. Le surlendemain, la tête d'aigle arriva au rendez-vous, assigné par les grands chefs de la nation, toute la tribu se trouva réunie. Rien de pittoresque et de singulier comme l'aspect que présente un camp indien. Lorsque les peaux-rouges sont en expédition, soit de guerre, soit de chasse, ils se bornent pour camper à dresser, à l'endroit où ils s'arrêtent, des tentes en peau de bison élevées sur des pieux plantés en croix. Ces tentes, dont le bas est garni de mottes de terre, ont tout un trou au sommet pour laisser un libre essor à la fumée, qui sans cette précaution les rendrait inhabitables. Le camp offrait un coup d'œil des plus animés. Les femmes allaient et venaient, chargées de bois ou de viande, ou guidant les traîneaux conduits par des chiens, et renfermant toutes leurs richesses. Les guerriers, gravement accroupis autour des feux allumés en plein air, à cause de la douceur de la température, fumaient en causant entre eux. Cependant, il était facile de deviner qu'il se préparait quelque chose d'extraordinaire, car malgré l'heure peu avancée, le soleil apparaissait à peine à l'horizon, les principaux chefs étaient réunis dans la hutte du conseil, où, d'après l'expression grave et réfléchie de leur visage, ils devaient agiter une question sérieuse. Ce jour était le dernier de ceux accordés par la tête d'aigle à No Eusebio. Le guerrier indien, fidèle à sa haine, et qui avait hâte de se venger, avait convoqué les grands chefs afin d'obtenir l'autorisation d'exécuter son abominable projet. Nous le répétons ici, afin qu'on en soit bien convenu. Les Indiens ne sont pas cruels pour le plaisir de l'être. La nécessité est leur première loi.
Jamais il n'ordonne le supplice d'un prisonnier, d'une femme surtout, sans que l'intérêt de la nation l'exige. Dès que les chefs furent réunis autour du feu du conseil, le porte-pipe entra dans le cercle, tenant le calumet tout allumé. Il s'inclina vers les 4 points cardinaux en murmurant une courte prière, puis il présenta le calumet au chef le plus âgé, mais en conservant dans sa main le fourneau de la pipe. Lorsque tous les chefs eurent fumé l'un après l'autre, le porte-pipe vida la cendre du calumet dans le feu en disant « Chef de la grande nation Comanche, que Natoche, Dieu, vous donne la sagesse. Faites que quelle que soit la détermination que vous allez prendre, elle se trouve conforme à la justice. » Puis, après s'être respectueusement incliné, il se retira. Il y eut un moment de silence. Chacun méditait profondément les paroles qui venaient d'être prononcées. Enfin, le plus âgé des chefs se leva. C'était un vieillard vénérable dont le corps était sillonné d'innombrables cicatrices et qui jouissait parmi les siens d'une grande réputation de sagesse. Il se nommait Échis, le soleil. « Mon fils, la tête d'aigle, a, dit-il, une importante communication à faire au conseil des chefs. Qu'il parle, nos oreilles sont ouvertes. La tête d'aigle est un guerrier aussi sage qu'il est vaillant. Ses paroles seront écoutées par nous, avec respect. »« Merci, répondit le guerrier. Mon père est la sagesse même. Natoche n'a rien de caché pour lui. » Les chefs s'inclinèrent. La tête d'aigle continua. « Les visages pâles, nos éternels persécuteurs, nous poursuivent et nous harcèlent sans relâche, nous obligeant à leur abandonner un à un nos meilleurs territoires de chasse et à nous réfugier au fond des forêts, comme les daims timides. Beaucoup d'entre eux osent venir jusque dans les prairies, qui nous servent de refuge, trapper les castors et chasser les élans et les bisons, qui sont notre propriété. Ces hommes sans foi, rebuts de leur peuple, nous volent et nous assassinent quand ils peuvent le faire impunément. Est-il juste que nous souffrions leur rapine sans nous plaindre? Nous laisserons-nous égorger comme des acharas craintifs, sans chercher à nous venger? La loi des prairies ne dit-elle pas œil pour œil, dent pour dent? Que mon père réponde, que mes frères disent si cela est juste. La vengeance est permise, dit le soleil. C'est le droit imprescriptible du faible et de l'opprimé. Cependant, elle doit être proportionnée à l'injure reçue. Bon, mon père a parlé comme un homme sage. Qu'en pensent nos frères? Le soleil ne peut mentir. Tout ce qu'il dit est bien, répondirent les chefs. Mon frère a-t-il à se plaindre de quelqu'un? Demanda le vieillard. Oui, reprit la tête d'aigle. J'ai été insulté par un chasseur blanc. Plusieurs fois, il a attaqué mon camp. Il a tué dans une embuscade plusieurs de mes jeunes hommes. Moi-même j'ai été blessé, comme vous pouvez le voir. La cicatrice n'est pas fermée encore. Cet homme, enfin, est le plus cruel ennemi des Comanches, qu'il poursuit et chasse comme des bêtes fauves, pour se repaître de leurs tortures et entendre leurs cris d'agonie. À ces paroles prononcées avec une expression entraînante, un frémissement de colère parcourut l'assemblée. L'astucieux chef, comprenant que sa cause était gagnée dans l'esprit de ses auditeurs, continua, sans rien témoigner de la joie intérieure qu'il éprouvait. « J'aurais pu, s'il ne s'était agi que de moi seul, dit-il, pardonner ces injures si graves qu'elles fussent, mais il s'agit ici d'un ennemi public, d'un homme qui a juré la perte de la nation. Alors, quelque pénible que soit la nécessité qui m'y contraint, je ne dois pas hésiter à le frapper dans ce qu'il a de plus cher. Sa mère est entre mes mains. J'ai balancé à la sacrifier. Je ne me suis pas laissé dominer par la haine. J'ai voulu être juste. Et lorsqu'il m'était si facile de tuer cette femme, j'ai préféré attendre que vous-même, chef vénéré de notre nation, vous m'en donniez l'ordre. J'ai fait plus encore, tant il me répugne de verser inutilement le sang et de punir l'innocent pour le coupable. J'ai accordé à cette femme 4 jours de répit, afin de donner à son fils la facilité de la sauver en se présentant pour souffrir les tortures à sa place. Un visage pâle fait prisonnier par moi est parti à sa recherche. Mais cet homme est un cœur de lapin, qui n'a de courage que pour assassiner des ennemis désarmés. Il n'est pas venu. Il ne viendra pas. Ce matin,
Au lever du soleil, expirait le délai accordé par moi. Où est cet homme? Il n'a pas paru. Que disent mes frères? Ma conduite est-elle juste? Dois-je être blâmé? Ou bien, cette femme sera-t-elle attachée au poteau, afin que les voleurs pâles, effrayés de son supplice, reconnaissent que les Comanches sont des guerriers redoutables, qui ne laissent jamais une insulte impunie? J'ai dit, ai-je bien parlé, homme puissant? Après avoir prononcé ce long plaidoyer, la tête d'aigle se rassit, et croisant ses bras sur la poitrine, il attendit la tête basse la décision des chefs. Un assez long silence suivit ce discours. Enfin, le soleil se leva. « Mon frère a bien parlé, dit-il. Ses paroles sont celles d'un homme qui ne se laisse pas dominer par la passion. Tout ce qu'il a dit est juste. Les Blancs, nos féroces ennemis, s'acharnent à notre perte. Quelque pénible que soit pour nous le supplice de cette femme, il est nécessaire. »« Il est nécessaire ?» répétèrent les chefs en inclinant la tête. « Allez, reprit le soleil, faites les préparatifs. Donnez à cette exécution l'apparence d'une expiation et non celle d'une vengeance. Il faut que tout le monde soit bien convaincu que les Comanches ne torturent pas les femmes à plaisir, mais qu'ils savent punir les coupables. J'ai dit. » Les chefs se levèrent, et après avoir respectueusement salué le vieillard, ils se retirèrent. La tête d'aigle avait réussi. Il allait se venger, sans assumer sur lui la responsabilité d'une action dont il avait compris toute la hideur, mais à laquelle il avait eu le talent d'associer les chefs de sa nation, sous une apparence de justice, dont intérieurement il se souciait fort peu. L'on se hâta de faire les apprêts de supplice. Les femmes taillèrent de minces éclats de frêne pour être introduits sous les ongles. D'autres préparèrent de la moelle de sureau pour faire des mèches soufrées, tandis que les plus jeunes allaient dans la forêt chercher des brassées de bois vert destinés à brûler la condamnée lentement, en l'asphyxiant par la fumée que le feu produirait. Pendant ce temps, les hommes avaient complètement dépouillé de son écorce un arbre choisi pour servir de poteau du supplice. Ils l'avaient ensuite enduit de graisse d'élan mêlée d'ocre rouge. À sa base, ils avaient empilé le bois du bûcher, et cela fait, le sorcier était venu conjurer l'arbre au moyen de paroles mystérieuses, afin de le rendre propre à l'usage auquel on le destinait. Ces préparatifs terminés, la condamnée fut amenée au pied du poteau, assise sans être attachée sur le monceau de bois destiné à la brûler, et la danse du scalp commença. La malheureuse femme était impassible en apparence. Elle avait fait le sacrifice de sa vie. Rien de ce qui se passait autour d'elle ne pouvait plus l'émouvoir. Ses yeux brûlés de fièvre et gonflés de larmes erraient sans but sur cette foule qui l'enveloppait, avec des rugissements de bêtes fauves. Son esprit veillait cependant, aussi subtil et aussi lucide que dans ses meilleurs jours. La pauvre mère avait une crainte qui lui tordait le cœur et lui faisait endurer une torture, auprès de laquelle celle que les Indiens se préparaient à lui infliger n'était rien. Elle tremblait, que son fils, prévenu du sort terrible qui l'attendait, n'accourût, pour la sauver, se livrer à ses féroces ennemis. L'oreille tendue au moindre bruit, il lui semblait entendre à chaque instant les pas précipités de son fils accourant à son secours. Son cœur bondissait de crainte. Elle priait Dieu du plus profond de son âme de permettre qu'elle mourût à la place de son enfant chéri. La danse du scalp tourbillonnait avec fureur autour d'elle. Une foule de guerriers, grands, beaux, magnifiquement parés mais le visage noirci, tournait deux par deux autour du poteau, conduits par 7 musiciens armés de tambours et de chichikoués, qui s'étaient rayé la figure de noir et de rouge et portaient sur la tête des plumes de chat-huant retombant en arrière. Les guerriers avaient à la main, ornés de plumes noires et de draps rouges, des fusils et des casse-têtes dont ils posaient en dansant la crosse par terre. Ces hommes formaient un vaste demi-cercle autour du poteau, en face d'eux, et complétant le cercle, les femmes dansaient. La tête d'aigle qui guidait les guerriers portait un long bâton au haut duquel était suspendue une chevelure humaine, surmontée d'une pie empaillée, les ailes déployées. Un peu plus bas, sur le même bâton, se trouvait un second scalp, une peau de lynx et des plumes.
Lorsque l'on eut dansé ainsi un instant, les musiciens se placèrent aux côtés de la condamnée et firent un bruit assourdissant, en chantant, en battant de toute leur force sur les tambours et en secouant les chichicoués. Cette danse continua assez longtemps, avec des hurlements atroces, capables de rendre folle de terreur la malheureuse, à laquelle il présageait les épouvantables tortures qui l'attendaient. Enfin, la tête d'aigle toucha légèrement la condamnée de son bâton. À ce signal, le tumulte cessa comme par enchantement. Les rangs se rompirent, chacun saisit ses armes. Le supplice allait commencer. Chapitre 20. La torture. Dès que la danse du scalp fut terminée, les principaux guerriers de la tribu se rangèrent devant le poteau, leurs armes à la main, tandis que les femmes, surtout les plus âgées, se ruaient sur la condamnée en l'invectivant, la poussant, lui tirant les cheveux et la battant, sans que non seulement elle opposât la moindre résistance, mais encore elle cherchât à se soustraire au mauvais traitement dont on l'accablait. La malheureuse femme n'aspirait qu'à une chose, voir commencer son supplice. Elle avait suivi avec une impatience fébrile les péripéties de la danse du scalp, tant elle craignait de voir son fils bien-aimé paraître et s'interposer entre elle et ses bourreaux. Tels que les anciens martyrs, elle accusait au fond du cœur les Indiens de perdre un temps précieux en cérémonies inutiles. Si elle en avait eu la force, elle les aurait réprimandés et les aurait raillés sur leur lenteur et l'hésitation qu'ils semblaient mettre à la sacrifier. La vérité était que malgré eux, et bien que cette exécution leur parût juste, les Comanches répugnaient à torturer une femme sans défense, déjà âgée, et qui jamais ne leur avait nui, ni directement, ni indirectement. La tête d'aigle lui-même, malgré sa haine, éprouvait quelque chose comme un remords secret du crime qu'il commettait. Loin de hâter les derniers préparatifs, il ne les faisait qu'avec une mollesse et un dégoût qu'il ne pouvait parvenir à surmonter. Pour des hommes intrépides, accoutumés à braver les plus grands périls, c'est toujours une action déshonorante que celle de torturer une créature faible, une femme qui n'a d'autre défense que ses larmes. Si c'eût été un homme, l'accord eût été unanime dans la tribu pour l'attacher au poteau. Les prisonniers indiens se rient des supplices, ils insultent leurs bourreaux, et dans leur chant de mort, ils reprochent à leurs vainqueurs leur lâcheté, leur inexpérience à faire souffrir les victimes. Ils énumèrent leurs hauts faits, ils comptent les ennemis dont ils ont enlevé la chevelure avant de succomber eux-mêmes. Enfin, par leur sarcasme et leur attitude méprisante, ils excitent la colère de leurs bourreaux, raniment leur haine et justifient jusqu'à un certain point leur férocité. Mais une femme, faible, résignée, se présentant comme un agneau à la boucherie, à demi morte déjà, quel intérêt pouvait offrir une pareille exécution ? Il n'y avait nulle gloire à attendre, mais au contraire une réprobation générale à s'attirer. Les Comanches le comprenaient, de là leur répugnance et leur hésitation. Cependant, il fallait en finir. La tête d'aigle s'approcha de la prisonnière, et la délivrant des harpies qui la harcelaient. « Femme, lui dit-il d'une voix sombre, j'ai tenu ma promesse, ton fils n'est pas venu, tu vas mourir. » « Merci, dit-elle d'une voix brisée, en s'appuyant contre un arbre pour ne pas tomber. Le chef indien la regarda sans comprendre. « Ne crains-tu pas la mort ?» lui demanda-t-il. « Non, » reprit-elle, en fixant sur lui un regard d'une angélique douceur. « Elle sera la bienvenue. Ma vie n'a été qu'une longue agonie. La mort sera pour moi un bienfait. Mais ton fils... Mon fils sera sauvé si je meurs. Tu l'as juré sur les os de tes pères. » Je l'ai juré. Livre-moi donc à la mort. Les femmes de ta nation sont-elles donc comme les squaws indiennes, qui voient la torture sans trembler ? Dit le chef avec étonnement. Oui, répondit-elle avec agitation. Toutes les mères la méprisent lorsqu'il s'agit du salut de leurs enfants. Écoute, fit l'Indien, ému de pitié malgré lui. Moi aussi j'ai une mère que j'aime. Si tu le désires, je puis retarder ton supplice jusqu'au coucher du soleil. Pourquoi faire ? Répondit-elle, avec une naïveté terrible.
Non, guerrier, si ma douleur te touche réellement, il est une grâce, une seule, que tu peux m'accorder. Parle, dit-il vivement. Fais-moi mourir tout de suite. Mais si ton fils arrivait? Que t'importe? Il te faut une victime, n'est-ce pas? Eh bien, cette victime est devant toi. Tu peux la torturer à plaisir. Pourquoi hésiter? Fais-moi mourir, te dis-je. Ton désir sera satisfait, répondit tristement le Comanche. Femme, prépare-toi. Elle inclina la tête sur la poitrine et attendit. Sur un signe de la tête d'aigle, 2 guerriers saisirent la prisonnière et l'attachèrent au poteau par le milieu du corps. Alors, l'exercice du couteau commença. Voici en quoi il consiste. Chaque guerrier saisit son couteau à scalper par la pointe, avec le pouce et l'index de la main droite, et le lance à la victime de façon à ne lui faire que de légères blessures. Les Indiens, dans leur supplice, tâchent que la torture se continue le plus longtemps possible. Ils ne donnent le dernier coup à leur ennemi que lorsqu'ils lui ont arraché la vie peu à peu, et pour ainsi dire par lambeaux. Les guerriers lancèrent leurs couteaux avec une si merveilleuse adresse que tous effleurèrent l'infortuné sans lui occasionner autre chose que des égratignures. Cependant, son sang coulait. Elle avait fermé les yeux. Et absorbée tout en elle-même, elle priait avec ferveur, appelant de tous ses vœux le coup mortel. Les guerriers auxquels son corps servait de cible s'échauffaient peu à peu. La curiosité, l'envie de montrer leur adresse avaient pris dans leur esprit la place de la pitié que d'abord ils avaient ressentie. Ils applaudissaient avec de grands cris et des éclats de rire aux prouesses des plus adroits. En un mot, comme cela arrive toujours, aussi bien chez les peuples civilisés que parmi les sauvages, le sang les grisait. Leur amour-propre était en jeu. Chacun cherchait à surpasser celui qui l'avait précédé. Toute autre considération était oubliée. Lorsque tous eurent lancé leurs couteaux, un petit nombre des plus adroits tireurs de la tribu s'arma de fusils. Cette fois, il fallait avoir un œil sûr, car une balle mal dirigée pouvait terminer le supplice et ravir aux assistants l'attrayant spectacle dont ils se promettaient tant de plaisir. À chaque coup de feu, la pauvre créature, repliée sur elle-même, ne donnait signe de vie que par un frémissement nerveux qui agitait tout son corps. « Finissons-en, » dit la tête d'aigle, qui sentait malgré lui s'amollir son cœur de bronze devant tant de courage et d'abnégation. Les guerriers Comanches ne sont pas des jaguars. Cette femme a assez souffert, qu'elle meure, et que tout soit dit. Quelques murmures se firent entendre parmi les squaws et les enfants, qui étaient les plus acharnés au supplice de la prisonnière. Mais les guerriers furent de l'avis du chef, cette exécution privée des insultes que la victime adresse ordinairement à ses vainqueurs était pour eux sans attrait. Et puis, ils étaient intérieurement honteux de s'acharner ainsi après une femme. On fit donc grâce à la malheureuse des esquilles de bois enfoncées sous les ongles, des mèches soufrées attachées entre les doigts, du masque de miel appliqué sur le visage afin que les abeilles viennent le piquer, d'autres tortures encore, trop longues à énumérer, et l'on prépara le bûcher sur laquelle elle devait être brûlée. Mais avant de procéder au dernier acte de cette atroce tragédie, on détacha la pauvre femme. Pendant quelques instants, on la laissa reprendre haleine et se remettre des émotions terribles qu'elle avait éprouvées. L'infortunée tomba, accablée, presque sans connaissance. La tête d'aigle s'approcha d'elle. « Ma mère est brave, » dit-il. « Beaucoup de guerriers n'auraient pas souffert les épreuves avec tant de courage. » Un pâle sourire se dessina sur ses lèvres violettes. « J'ai un fils, » répondit-elle, avec un regard d'une douceur ineffable. « C'est pour lui que je souffre. » Un guerrier est heureux d'avoir une telle mère. Pourquoi différer ma mort? C'est être cruel que d'agir ainsi. Les guerriers ne doivent pas tourmenter les femmes. Ma mère a raison. Ces tortures sont finies. Oh, vais-je enfin mourir? Demanda-t-elle, avec un soupir de soulagement. Oui. L'on prépare le bûcher.
Malgré elle, la pauvre femme sentit un frisson d'horreur parcourir tout son corps à cette affreuse nouvelle. « Me brûler » s'écria-t-elle avec épouvante. « Pourquoi me brûler ?»« C'est l'usage. » Elle laissa tomber sa tête dans ses mains, mais bientôt elle se redressa et fixant vers le ciel un regard inspiré. « Mon Dieu » murmura-t-elle avec résignation, « que votre volonté soit faite. » Ma mère se trouve-t-elle assez remise pour être attachée au poteau ? Demanda le chef avec compassion. Oui, dit-elle, en se levant résolument. La tête d'aigle ne put réprimer un geste d'admiration. Les Indiens considèrent le courage comme la première vertu. Venez, dit-il. La prisonnière le suivit d'un pas ferme, toute sa force lui était revenue. Enfin, elle allait mourir. Le chef la conduisit au poteau du sang, auquel elle fut attachée une seconde fois. Devant elle, on empila des fagots de bois vert, et un signe de la tête d'aigle, on les alluma. Le feu eut d'abord beaucoup de peine à prendre, à cause de l'humidité du bois, qui dégagea une fumée épaisse. Enfin, après quelques secondes, la flamme brilla, s'étendit peu à peu, et en quelques minutes acquit une grande intensité. La malheureuse femme ne put retenir un cri d'épouvante. Au même instant, un cavalier lancé à toute bride apparut au milieu du camp. D'un bond, il fut à terre, et avant qu'on eût le temps de s'y opposer, il dispersa le bois du bûcher et coupa les liens de la victime. « Oh, pourquoi es-tu venue » murmura la pauvre mère en tombant dans ses bras. « Ma mère, pardonnez-moi » s'écria le cœur loyal avec désespoir. « Comme vous avez dû souffrir, mon Dieu !»« Va-t'en, Raphaël !» répétait-elle en l'accablant de caresses. « Laisse-moi mourir à ta place. Une mère ne doit-elle pas donner sa vie pour son enfant ?»« Oh, ne parlez pas ainsi, ma mère. Vous me rendriez fou, » dit le jeune homme en la pressant dans ses bras avec désespoir. Cependant, l'émotion causée par l'éruption subite du cœur loyal s'était dissipée. Les guerriers indiens avaient repris cette impassibilité qu'ils affectent en toutes circonstances. La tête d'aigle s'avança vers le chasseur. « Mon frère est le bienvenu, » dit-il. « Je ne l'attendais plus. Me voici. Il m'a été impossible d'arriver plus tôt. Ma mère est libre, je suppose. » « Elle est libre ? Elle peut se retirer où elle voudra ? » ?»« Où elle voudra. »« Non !» s'écria la prisonnière, en se plaçant résolument en face du chef indien. « Il est trop tard. C'est moi qui dois mourir. Mon fils n'a pas le droit de prendre ma place. »« Ma mère, que dites-vous ?»« Ce qui est juste, Raphaël, » reprit-elle avec animation. « L'heure à laquelle vous deviez arriver est passée. Vous n'avez pas le droit d'être ici et d'empêcher mon supplice. Retirez-vous. Retire-toi, Raphaël, je t'en supplie. Laisse-moi mourir pour te sauver, ajouta-t-elle, en fondant en larmes et en se jetant dans ses bras. Ma mère, répondit le jeune homme en l'accablant de caresses. Votre amour pour moi vous égare. Je ne puis laisser accomplir un tel forfait. Non, non, moi seule dois rester ici. Mon Dieu, disait la pauvre femme en sanglotant. Il ne veut rien comprendre. Je serais si heureuse de mourir pour le sauver. Vaincue par une émotion trop forte pour elle, la pauvre mère tomba évanouie dans les bras de son fils. Le cœur loyal imprima un long et tendre baiser sur son front, et la remettant aux mains de No et Eusebio, qui depuis quelques minutes étaient arrivés, « Partez, dit-il, d'une voix étranglée par la douleur. Pauvre mère, qu'elle soit heureuse, si le bonheur peut exister encore pour elle, sans son enfant. » Le vieux serviteur soupira, serra chaleureusement la main du cœur loyal, et posant sur le devant de sa selle le corps de sa maîtresse, il tourna bride et sortit lentement du camp, sans que personne s'opposât à son départ. Le cœur loyal suivit sa mère du regard aussi longtemps qu'il put l'apercevoir. Puis, lorsqu'elle eut disparu, que le bruit des pas du cheval qui la portait eut cessé de se faire entendre, il poussa un soupir étouffé et passa la main sur son front en murmurant « Tout est fini, mon Dieu, veillez sur elle. »
Alors, se tournant vers les chefs indiens qui le considéraient en silence, avec un mélange de respect et d'admiration. « Guerrier Comanche, dit-il d'une voix ferme et incisive, avec un regard foudroyant, vous êtes tous des lâches. Des hommes de cœur ne martyrisent pas une femme. » La tête d'aigle sourit. « Nous verrons, fit-il avec ironie, si le trappeur pâle est aussi brave qu'il le prétend. »« Du moins, je saurai mourir comme un homme, répondit-il avec hauteur. La mère du chasseur est libre. Oui. Eh bien, que voulez-vous de moi? Un prisonnier n'a pas d'armes. C'est juste, fit-il, avec un sourire de mépris. Je vais vous donner les miennes. Pas encore, s'il vous plaît, cher ami, dit tout à coup une voix moqueuse. Belle Humeur parut. Le chasseur portait en travers sur l'arçon de sa selle un enfant de 4 ou 5 ans, et une jeune femme indienne assez jolie était solidement attachée à la queue de son cheval. « Mon fils, ma femme !» s'écria la tête d'aigle avec terreur. « Oui, reprit le Canadien en ricanant. Votre fils et votre femme que j'ai fait prisonnier. Ah, c'est bien joué, n'est-ce pas? » D'un bond, sur un signe de son ami, le cœur loyal s'était emparé de la femme, dont les dents claquaient d'épouvante et qui jetait autour d'elle des regards affolés. « Maintenant, reprit Belle Humeur avec un sourire sinistre, causons. Je crois que j'ai égalisé les chances. Qu'en dites-vous, hein? Et il appuya un pistolet sur le front de l'innocente créature, qui poussa des cris effroyables en sentant le froid du fer. « Oh !» s'écria la tête d'aigle avec désespoir. « Mon fils! Rendez-moi mon fils !»« Et votre femme, est-ce que vous l'oubliez ?» répondit Belle Humeur avec un sourire ironique en haussant les épaules. « Quelles sont vos conditions ?» demanda la tête d'aigle. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur Les Trappeurs de l'Arkansas de Gustave Aimard. On a lu 4 chapitres. C'était les chapitres 17 à 20. Donc la tête d'aigle, No Eusebio, le conseil des grands chefs et la torture. Je pense que je ne prononce pas du tout bien No Eusebio. C'est un No avec un accent circonflexe. Et Eusebio, il y a un accent sur le deuxième E. Donc, mais je ne sais pas comment ça se dit. Je m'attendais pas spécialement. Je trouve qu'il y a un côté un petit peu dramatique. Le fait que les dialogues traînent un petit peu en longueur, au moment qui sont censés être pleins d'émotions. Il y a un côté un peu drama. Bon, après, je pense très fort que c'était un roman qui paraissait en feuilleton dans des journaux, ce qui faisait qu'il fallait maintenir l'attention du lecteur pour qu'il lise la suite dans le journal suivant, je pense, et que ça a été réuni ensuite en roman. Ce qui fait que quelque part, on a un petit peu une écriture comme dans les publications qu'on peut avoir sur des forums d'écriture ou des sites d'écriture, des sites de partage où faut maintenir l'attention du lecteur et qui viennent lire le chapitre suivant. Donc, ma foi, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'on avait eu? Dans le chapitre 17, je trouve qu'on a toujours un peu cette forme aussi que j'avais dû vous dire il y a quelques vlogs lecture, comme quoi il y a un gros paquet de narration et après on a de l'action et du dialogue. On a un petit peu ça qui se répète, pas forcément... le gros paquet de narration de départ, un peu d'explication d'univers, peut-être un peu plus court selon, mais je trouvais que... je trouve qu'on a un petit peu un schéma en fait, ce qui n'est pas forcément gênant. Peut-être que c'est un petit schéma si je poursuis mon idée de feuilleton qui recontextualise en fait le roman, l'univers, pour des gens qui ne vont sans doute jamais aller là-bas et qui ne savent pas en fait comment ça se passe. Alors, je pense que d'un côté, on a des choses qui sont très documentées parce que, si je me souviens bien, Gustave Aimard, il a épousé une Comanche.
On ne sait pas ce qu'elle devient après. Je sais même plus si elle était nommée dans sa fiche Wikipédia. C'est pour ça que j'aimerais bien lire une biographie sur lui. Je sais pas s'il a fait une autobio ou si quelqu'un a rédigé une biographie sur lui, mais je trouve qu'il a une vie intéressante. Et bref, je pense qu'il y a des choses qu'il a vraiment observées. Peut-être plus centre indien, parce que est-ce qu'il laisserait des choses comme ça se produire sur des gens de la même couleur de peau que lui, de la même culture? Je sais pas. Là, je suis un peu partie en gros délire. Mais oui, donc on a dans le chapitre 17, on a la tête d'aigle qui comprend que ces prisonniers qu'il traitait quand même avec respect sont apparentés, enfin que la femme est apparentée au cœur loyal, son ennemi. Et en fait, j'avais pas capté qui c'était. Je crois que j'avais pas bien compris qui c'était en fait, ces gens-là. Il me semble que j'avais dû dire que c'était potentiellement la mère de Raphaël, ou que c'était les gens qui étaient potentiellement apparentés à Donia Luz et le général, mais donc on a bien... je sais pas quelle vie ils ont pu mener, la mère de Raphaël et Eusebio, parce qu'il a continué à la servir, etc. Mais où? Ils vivaient où? Dans quelles conditions? Ils vivaient avec quoi? Est-ce qu'ils avaient des revenus? Bon, après, je suis pas sûre que la monnaie soit forcément... est-ce qu'on a bien besoin? Là, on est dans la conquête de l'Ouest, hein. Donc je suis pas sûre. Mais en fait, on a quand même un sacré paquet de temps qui est passé. Et dans ces cas-là, mais pourquoi est-ce qu'ils vivaient pas avec Raphaël? Parce qu'ils sont plus... il me semble bien qu'ils ne sont plus au Mexique. Donc pourquoi, en étant très loin, il vit pas avec Raphaël? Est-ce que c'est toujours pour respecter une promesse ou une menace qu'a faite le père de Raphaël? Je sais pas trop. Donc on a la tête d'aigle, je trouve qu'il est traitait plutôt bien, jusqu'à ce que la mère gaffe et apprenne que son fils s'appelle Cœur Loyal. D'ailleurs, je crois que je crois que c'est pas elle qui le dit. Voilà. C'est Noé Eusebio qui le dit. Il aurait pu raconter n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce que la mère, elle allait dévoiler le nom de son fils, Cœur Loyal, en pensant qu'ils étaient peut-être amis, et peut-être que elle pourrait, enfin, il pourrait servir de monnaie d'échange ou quelque chose. Mais on n'était pas là-dessus. C'est une fois qu'il a compris qui il était que Bloom, on est reparti sur, on est sur de la vengeance en fait. La tête d'aigle, il est assez ivre de vengeance, et il fait plus ou moins les choses dans les règles après. Parce que après, on a Neo et Eusebio qui vient dire en gros au à Cœur Loyal et Belle Humeur que la mère elle est prisonnière et qu'elle va être tuée. On a le conseil des grands chefs où donc la tête d'aigle ne dit pas qu'il a un plan de vengeance quelque part. Il dit oui, ce gars-là, il est pas bien pour les Indiens, mais pour tout le monde. En fait, non. C'est juste la tête d'aigle qui a un problème avec lui. Je suis pas persuadée que Cœur Loyal, en fait, il se fritait avec tous les Indiens qu'il croisait. Donc il a un côté vachement fourbe, je trouve. Mais il a un côté très éloquent, parce qu'il a réussi à les convaincre. Et à convaincre son père, qui a l'air d'être un ponte un peu dans la société indienne. Mais alors, je pensais pas qu'on aurait une description des tortures. A priori, elle a été quand même plutôt coupée, elle a reçu quelques balles, mais des choses qui font saigner, qui ne sont pas forcément mortelles. Euh, je suis en train de me dire, conditions d'hygiène,
avec quoi ils vont la soigner, même si c'est des blessures qui sont pas graves, s'ils ont pas de quoi en fait la soigner, c'est un peu mal barré. Et donc, ben, Belle Humeur, il vient un peu sauver la peau de tout le monde en prenant l'enfant et la femme de Tête d'Aigle. La Tête d'Aigle. Je sais pas du tout comment ça peut virer. En fait, bon, je pense qu'on est clairement dans un roman où le héros, il s'en sort. Donc je pense qu'on est là-dedans. Euh, Noé Eusebio, il est parti avec la femme. Peut-être qu'ils vont recroiser Élan Noir, parce qu'il me semble bien que Élan Noir, c'était le gars qui avait dit à Donialous, vous envoyez votre scientifique pour me retrouver et me dire que... Enfin, je trouvais ça à moitié couillon d'ailleurs que, si vous vous souvenez, là, pour prévenir le fait que l'autre fourbe de Métis allait contribuer allait participer en fait au fait que le campement du général et de Donialous allait être attaqué. Bon, ça, depuis toujours, c'est un peu cousu tout fil blanc. Ça me dérange pas vraiment non plus. Je pense que c'est pour ça que c'est des livres qui étaient facilement lisibles par des enfants. Mais Élan Noir, j'ai l'impression que c'est la personne qui va réunir les deux histoires. Et Élan Noir, je sais plus s'il était métis ou indien, parce qu'il y a quand même une hiérarchie, je trouve. Euh, Mais les métis, quelque part, ils sont un peu le cul entre deux chaises, hein, entre les deux cultures. C'est intéressant, je trouve. Mais bref, Élan Noir, c'est la personne qui va réunir tout ce petit monde. Et je pense qu'il va pouvoir aider Noé Eusebio à soigner la maman de Raphaël. Donc la maman de Cœur Loyal. Je sais pas si la mère, elle va s'en sortir. Je pense que si. Elle avait quand même pas l'air bien en forme, mais elle est peut-être aussi, surtout, très apeurée, donc très inquiète, et puis que plein d'émotions, donc elle a quand même eu très peur, et elle a été blessée, et elle est sans doute un peu intoxiquée par les fumées aussi, donc elle est pas en méga forme. Mais je pense qu'elle en noir, il a moyen de l'aider à la soigner. Peut-être justement que Élan Noir va être sollicité par le professeur qui va chercher les cailloux et compagnie. Je sais plus s'ils avaient été sauvés en fait les autres. J'ai fini de monter cette vidéo-là hier nuit. C'est pas bien, là, je me couche n'importe comment. Je pense que je vais m'arrêter là. Pour vous dire, on est à 61%. Il nous reste, on va attaquer la partie 2 la semaine prochaine. Et on va avoir 16 chapitres. Donc on va pas se prendre le chou, ça va être 4 chapitres par dimanche. Et on a du coup 4 semaines encore. Pour vous donner une idée, je vous dis juste un mini spoil. La deuxième partie s'appelle Wakteno. Wakteno, ça veut dire celui qui tue. Et c'était le gars qui avait rencontré Donialous à Mexico et qui veut l'enlever. Donc on ne sait pas exactement qui c'est non plus. Plus ou moins un trappeur, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il était plutôt blanc aussi. Mais je pense que c'est un bandit, un gros, un pirate des plaines, comme il disait. Donc voilà, il reste 4 semaines. Je vais m'arrêter là. À mercredi pour une vidéo, je ne sais pas sur quoi ça va être encore. Je préfère le répéter pour les nouvelles de Prosper Mérimée. Là, j'ai lu la première. Je ne sais pas si elle a été diffusée hier parce que c'est une vidéo qui est longue. Donc, comme je vous l'avais dit, en fait, si les nouvelles sont longues, je vais pas passer 3 heures en fait à faire du montage. Donc, ça sera plutôt. Bah tant pis, ce sera peut-être une vidéo par quinzaine parce que là, au niveau montage, ça va être très lourd. Carmen, c'était long, je pense qu'on n'est pas loin de 3 heures. Je vous souhaite un très bon dimanche, à tout bientôt, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas, si vous avez des théories sur la suite, et bien à bientôt. Salut!